Août 1944, Paris bruisse d'un espoir nouveau. Les cloches sonnent, les drapeaux tricolores fleurissent au balcon, et au milieu des cris de joie, un nom résonne, Leclerc. Derrière ce nom, un visage ferme, un regard clair, et une volonté d'acier. Philippe Leclerc de Hautecloque n'est pas un militaire comme les autres. C'est un homme qui a refusé la défaite, qui a traversé les déserts brûlants, gravi les montagnes et affronté les tempêtes de sable pour tenir un serment fait loin de la France, libérer la patrie. Né dans une vieille famille aristocratique, formé à la discipline militaire, il a tout quitté pour répondre à l'appel de la résistance. Là où d'autres voyaient l'impossible, il traçait déjà la route vers la victoire. Dans cette histoire, nous suivrons son parcours, de ses débuts dans l'armée à ses campagnes légendaires, jusqu'à ce que son nom devienne synonyme de liberté. Car Leclerc n'a pas seulement combattu pour la France, il a incarné son âme indomptable. Philippe François-Marie, comte de Hautecloque, voit le jour le 22 novembre 1902 à Bellois-Saint-Léonard, dans la Somme. Issu d'une vieille famille de noblesse picarde, il grandit dans un environnement où le sens du devoir, la foi catholique et l'attachement à la patrie sont profondément enracinés. Très tôt, il se passionne pour l'histoire militaire et rêve d'uniforme. Après des études brillantes, il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1922, où il se distingue par sa rigueur et son esprit de camaraderie. À sa sortie en 1924, il choisit l'arme de l'infanterie et débute sa carrière au 5 régiment de chars de combat. Rapidement, il montre un talent certain pour l'organisation et la manœuvre, mais aussi une capacité à inspirer ses hommes. Dans l'armée française de l'entre-deux-guerres, encore marquée par les cicatrices de 14 à 18, il apprend à conjuguer la tradition avec les nouvelles techniques militaires, observant avec attention l'évolution des blindés et de l'aviation. Sa carrière le mène en garnison à Trèves, puis en Afrique du Nord, où il découvre l'art de commander dans des conditions difficiles. Ce jeune officier, élégant mais pragmatique, forge déjà les qualités qui feront de lui un chef respecté, la discipline, la ténacité et une fidélité sans faille à la France. Pourtant, il ignore encore que la tempête qui s'annonce va bouleverser son destin, et celui du pays tout entier. En juin 1940, alors que la France vient de subir la défaite face à l'Allemagne nazie et que le gouvernement de Pétain signe l'armistice, Philippe de Hautecloque refuse catégoriquement l'idée de baisser les armes. Blessé lors de la campagne de France, il se rétablit à Bordeaux et prend alors une décision qui marquera sa vie à jamais, rejoindre la résistance extérieure. Sous une fausse identité et malgré la surveillance accrue des autorités, il entreprend un voyage périlleux à travers l'Espagne et le Portugal, traversant clandestinement les Pyrénées, jusqu'à atteindre l'Angleterre. Là, à Londres, il rencontre le général de Gaulle, qui vient de lancer son célèbre appel du 18 juin. Cette rencontre est décisive. De Gaulle lui confie une mission capitale, rallier les colonies françaises d'Afrique à la France libre, afin d'en faire un bastion contre l'occupant. Pour protéger sa famille restée en France, Philippe adopte un nom de guerre, Leclerc. Ce pseudonyme, destiné à masquer son identité, deviendra son nom de gloire. Dès lors, il se jette corps et âme dans le combat, animé par une conviction inébranlable, la libération de la France ne se négocie pas, elle se conquiert. Ce serment, qu'il scelle intérieurement à Londres, guidera chacune de ses actions jusqu'à la victoire. À peine arrivé à Londres, Leclerc se voit confier par de Gaulle une mission audacieuse, rallier le Tchad, sous l'autorité du gouverneur Félix Éboué, à la cause de la France libre, puis lancer des opérations militaires contre les forces de l'Axe en Afrique. En octobre 1940, il entreprend un périple incroyable à travers l'Afrique. Depuis Douala, il rejoint Fort-Lamy, capitale du Tchad, où il prend le commandement des troupes. Le désert devient alors son nouveau champ de bataille. Avec ses hommes, il mène des raids d'une audace folle, traversant des centaines de kilomètres de sable et de rocs brûlants pour surprendre les garnisons italiennes en Libye. Les colonnes motorisées, souvent à court d'eau et de carburant, progressent dans des conditions extrêmes. Mais chaque attaque est un succès stratégique, fragilisant la présence ennemie dans le Sahara. En février 1941, au cœur du désert libyen, Philippe Leclerc mène ses hommes dans une manœuvre audacieuse contre la garnison italienne retranchée à Koufra. Ce fort, perdu au milieu de nulle part, est bien plus qu'un objectif stratégique, il symbolise la première étape de la reconquête de la France.
Après des jours d'observation et d'escarmouches, l'artillerie française et les forces de la Légion étrangère encerclent la position ennemie. Les combats sont rudes, mais l'endurance et la volonté des troupes françaises finissent par l'emporter. Le 1er mars 1941, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur Koufra. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, mais aussi un acte de foi dans la libération à venir. Devant ces hommes rassemblés dans le sable chaud, Leclerc prononce le fameux serment de Koufra, « Nous ne déposerons les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. » Cette promesse, faite dans un coin reculé du Sahara, deviendra l'âme même de son combat. Koufra n'est pas une grande bataille par son ampleur, mais elle marque un tournant moral. La France libre vient de prouver qu'elle est capable d'agir, de vaincre et de tracer un chemin vers la victoire finale. Pour Leclerc, ce serment sera une boussole inébranlable qui guidera chacune de ses campagnes, jusqu'à la libération de Strasbourg en 1944. Après la promesse de Koufra, le général Leclerc poursuit sa route avec la même détermination. En 1943, il rejoint les forces alliées en Afrique du Nord. Ses troupes, aguerries par les conditions extrêmes du désert, se préparent à un nouveau défi, participer aux opérations visant à libérer l'Europe occupée, en commençant par l'Italie. Là-bas, il découvre un autre visage de la guerre, les combats urbains, les collines fortifiées, et la résistance acharnée de l'armée allemande. Ces hommes prennent part aux opérations en Tunisie, contribuant à la reddition des dernières forces de l'Axe sur le continent africain. Cette victoire marque une étape clé, désormais, la route vers la France se dessine plus clairement. Dans le même temps, Leclerc entretient un lien constant avec De Gaulle, convaincu que la reconquête de la patrie passe par l'unité et l'honneur. Les campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie ne sont pas seulement des victoires militaires, elles forgent la réputation d'un chef charismatique et visionnaire, prêt à mener ses hommes jusqu'au sol natal. L'année 1944 marque un tournant décisif pour le général Leclerc et ses hommes. Après les campagnes victorieuses en Afrique, la 2 divisions blindées, qu'il commande avec un mélange de fermeté et de fraternité, est réorganisée et équipée par les Américains. Dans les camps d'entraînement d'Angleterre, les soldats s'aguerrissent, peaufinent leurs manœuvres et répètent inlassablement les opérations amphibies. Leclerc, conscient de l'importance de la mission à venir, veille à ce que chaque unité soit prête, mentalement et physiquement. Il sait que ce débarquement n'est pas seulement un acte militaire, mais le prélude à la libération de la France. Dans ses discours, il ravive la flamme du serment de Koufra, atteindre Strasbourg et libérer le pays dans son intégralité. Les jours précédant le départ, l'ambiance est un mélange d'impatience, d'inquiétude et d'excitation. Les chars Sherman, soigneusement alignés, scintillent sous la pluie fine anglaise, tandis que les hommes, concentrés, savent qu'ils vont écrire une page de l'histoire. Leclerc, comme toujours, reste sobre et déterminé, symbole d'un chef qui inspire confiance avant de mener ses troupes au cœur du combat. Août 1944. Après 4 années d'occupation, la capitale française est au bord de l'insurrection. Les combats font rage dans les rues, les FFI tiennent des barricades, et les drapeaux tricolores commencent à flotter aux fenêtres. C'est dans cette atmosphère électrique que la 2 divisions blindées du général Leclerc, intégrée aux forces alliées, reçoit l'ordre tant attendu, entrer dans Paris. Le 24 août, en fin de journée, les premiers blindés franchissent la porte d'Italie. Dans la nuit, le Halftrack Romilly de Raymond Dronne, décoré d'un petit drapeau français, est accueilli par les cris, les larmes et les embrassades d'une population en liesse. Le 25 au matin, les chars avancent vers l'hôtel de ville et les Champs-Élysées. Le général Leclerc, impassible mais visiblement ému, reçoit la reddition du général von Choltitz, gouverneur militaire allemand, dans l'après-midi. Les cloches de Notre-Dame sonnent à toute volée, les foules envahissent les boulevards, et Paris retrouve son souffle. Pour Leclerc, c'est plus qu'une victoire militaire, c'est l'accomplissement d'un serment, celui de ne pas déposer les armes avant d'avoir libéré la France. La ville entière, embrassée par la joie, graverait à jamais dans sa mémoire l'image de ces chars et de ces hommes qui avaient tenu parole. Après Paris libéré, Leclerc n'oublie pas l'autre promesse gravée dans son âme depuis Koufra, atteindre Strasbourg, coûte que coûte. Ce serment, prononcé au milieu du désert libyen, n'était pas une simple formule. C'était un cap, un point d'honneur,
un engagement devant ses hommes et devant la France. Dès l'automne 1944, la 2 division blindée se remet en marche. Les routes d'Alsace sont glaciales, les nuits courtes et les combats acharnés. Les Allemands se retranchent, utilisant chaque maison, chaque rue comme forteresse. Pour les soldats de Leclerc, ce n'est pas seulement une bataille, c'est la réalisation d'un rêve forgé dans les sables africains. La pluie, la boue, le froid mordant, rien ne les arrête. Dans chaque village repris, les habitants les accueillent comme des libérateurs, parfois les larmes aux yeux. L'avancée est difficile, les pertes sont lourdes, mais la détermination est intacte. Le 23 novembre 1944, enfin, les chars de la 2DB franchissent les portes de Strasbourg. Les cloches sonnent à toute volée, les drapeaux tricolores flottent aux fenêtres, et l'odeur de la liberté emplit l'air glacé. Leclerc, ému mais digne, sait qu'il a tenu parole. De Coufra au Rhin, il a mené ses hommes sur un chemin de victoire, scellant pour toujours son nom dans la légende militaire française. Après la libération de Strasbourg, Leclerc et la 2 divisions blindées ne relâchent pas leurs efforts. L'hiver 1944 à 1945 est glacial et les combats sont acharnés. L'objectif ultime est désormais clair, franchir le Rhin, pénétrer en Allemagne et mettre un terme au régime nazi. Sous ses ordres, la division participe à l'offensive finale, traversant la Lorraine, l'Alsace et avançant vers le cœur du Reich. Le 5 mai 1945, fidèle à son serment de Coufra, Leclerc est à la tête des forces françaises qui investissent Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler, symbole du pouvoir nazi. Ce moment n'est pas seulement une victoire militaire, c'est l'accomplissement d'un engagement personnel pris 5 ans plus tôt dans le désert libyen. Pour Leclerc, cette conquête marque la fin d'un long chemin de lutte, de sacrifice et de courage. Le 8 mai 1945, la capitulation allemande est signée. La France, meurtrie mais debout, retrouve sa place parmi les nations victorieuses. Leclerc, auréolé de gloire, est célébré comme l'un des artisans majeurs de la libération. Mais derrière les honneurs, il reste ce soldat modeste, fidèle à ses hommes et à la promesse qu'il avait faite au nom de la liberté. La guerre en Europe est terminée, mais l'héritage du général commence à peine. Alors que l'Europe savourait la paix retrouvée après la capitulation de l'Allemagne nazie en mai 1945, la guerre n'était pas terminée pour tous. Fidèle à ses engagements internationaux et soucieux de préserver la place de la France dans le nouvel ordre mondial, le général Leclerc fut envoyé en mission vers un théâtre d'opération encore en flammes, l'Extrême-Orient. À la tête du corps expéditionnaire français, il débarqua à Saïgon en octobre 1945, dans un contexte d'une extrême complexité. Le Japon venait tout juste de capituler, mais les tensions nationalistes bouillonnaient déjà en Indochine, où les mouvements indépendantistes cherchaient à prendre le contrôle. Entre désarmement des troupes japonaises, protection des populations, et arbitrage dans un climat explosif, la mission relevait de l'équilibrisme politique et militaire. Leclerc, pragmatique et lucide, comprit vite que cette guerre ne ressemblait en rien à celle qu'il avait menée en Afrique ou en Europe. Les jungles étouffantes, la chaleur accablante, et la difficulté à distinguer l'ennemi parmi la population rendaient les opérations particulièrement éprouvantes. Malgré cela, il réussit à imposer l'autorité française, tout en s'efforçant de limiter les affrontements inutiles. En janvier 1946, il participa aux négociations de paix entre la France et le Viêt Minh à Hanoï. Si un accord fragile fut signé, Leclerc, fin observateur, déclara à ses proches qu'il redoutait une guerre longue et coûteuse si la diplomatie échouait. Ces paroles se révélèrent prophétiques. Cette campagne marqua l'ultime grande mission militaire de Leclerc. Homme de guerre, mais aussi visionnaire, il avait compris que les batailles du futur ne se gagneraient pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits. L'Extrême-Orient fut pour lui une leçon amère, mais aussi le dernier chapitre de sa vie de stratège. Le général Philippe Leclerc de Hautecloque demeure, plus de 70 ans après sa mort, l'une des figures les plus respectées de l'histoire militaire française. Son nom est indissociable de la 2 divisions blindées, de la libération de Paris et du serment de Coufra, symbole d'une fidélité inébranlable à la promesse faite aux siens et à la France. Héros de la résistance, stratège audacieux et meneur d'hommes, il incarna l'union entre courage personnel, sens du devoir et vision militaire.
Sa disparition tragique en 1947, lors d'un accident d'avion en Afrique, renforça la légende. Aujourd'hui, rues, places, lycées et monuments portent son nom, rappelant à chaque génération que la liberté se paie d'engagement et de sacrifice. Son visage, figé dans les archives et les statues, reste celui d'un officier au regard franc, toujours tourné vers l'avant. L'héritage de Leclerc ne se résume pas à ses victoires, il réside dans l'exemple qu'il laisse à ceux qui croient qu'une cause juste mérite d'être défendue jusqu'au bout. Dans les écoles militaires, sur les Champs-Élysées ou dans les commémorations, son souvenir continue de marcher au pas, comme au jour où il entra dans Paris libéré. Leclerc appartient à ces rares figures qui, par leurs actes, deviennent un repère moral autant qu'un symbole historique. Si l'histoire du général Leclerc vous a inspiré, dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Après commentaire, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de vidéos sur l'histoire de France et d'ailleurs.